Je crois que la rencontre entre les acteurs au niveau de la société civile est une bonne opportunité pour non seulement faire le bilan, mais aussi tracer des perspectives concernant leur rôle, leur place dans les politiques de développement. C'est vrai, la société civile joue un rôle très important, non seulement dans la réflexion, mais dans l'action. Il y a beaucoup de domaines, que ce soit l'éducation, la santé, l'assainissement, que ce soit les arts, la culture. Les organisations de la société civile ont joué un rôle extrêmement important. Il faut préciser que ces acteurs interviennent souvent parce que, effectivement, on sent que les États à eux seuls ne peuvent pas tout faire. Le secteur privé aussi a quelques difficultés. Donc, les organisations de la société civile ont montré leur capacité à innover. Et cet aspect-là est très important, puisque, ma foi, c'est des acteurs qui ont beaucoup d'expérience et c'est des acteurs qui sont très proches des populations. Bien entendu, il faut que ces organisations essaient de se donner donc la main, essayer de renforcer leurs capacités. Ces organisations doivent aussi jouer un rôle dans le cadre de ces politiques en partenariat avec, bien entendu, l'État, avec les acteurs du privé et surtout écouter les populations. C'est les populations en dernier ressort qui vont juger si ces actions sont dans la bonne direction ou non. Pour le processus, ça a été une approche participative. Ça a été une approche participative et itérative, donc qui a été ponctuée par beaucoup d'échanges avec le comité de pilotage élargi à des experts, donc indépendants et des enseignants de l'université, donc qui ont permis un peu d'asseoir la stratégie, donc pour faire la collecte sur le terrain. Donc pour la collecte sur le terrain également, on a fait un échantillonnage qui couvre donc 7 régions sur les 14 que compte le Sénégal. Nous avons mobilisé une vingtaine d'enquêteurs donc, pour travailler aussi bien avec les acteurs non étatiques, les structures instituts de formation, les services déconcentrés de l'État et les administrations au niveau décentralisé. Et à ce niveau, permettez-moi de remercier tous les préfets, sous-préfets donc des régions ciblées, donc qui ont appuyé donc à l'identification des acteurs non étatiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup d'organisations qui ne sont plus opérationnelles. Donc, et c'est une fois sur le terrain qu'on s'est rendu compte de la non-fonctionnalité de ces organisations, et il a fallu l'appui de ces autorités de l'État pour nous permettre d'identifier des organisations qui peuvent être ciblées dans le cadre de ce plan de formation. Permettez-moi de vous dire que le GERAD est un laboratoire de Ethos, donc l'école doctorale Ethos. Également, il y a des étudiants en master qui sont au niveau du GERAD, qui font leur stage. Et certains étudiants ont pu utiliser les données, la base de données de ces enquêtes, pour préparer leur mémoire de master. Alors, j'ai assisté à cette présentation avec beaucoup de plaisir et je remercie ceux qui nous ont conviés à cet atelier de restitution, en commençant par le GERAD, parce que c'est le GERAD qui a produit le document qui a servi de base aux discussions qui ont eu lieu aujourd'hui. C'est un bureau d'études avec un personnel qualifié et qui a des compétences sur plusieurs domaines et qui a aussi l'avantage de puiser dans le vivier universitaire pour exécuter des marchés à la convenance des commanditaires. Et je crois que l'équipe pluridisciplinaire dont dispose le GERAD a permis de sortir un document de qualité que ceux qui étaient à cet atelier-là ont apprécié à sa juste valeur. Il faut reconnaître que le cabinet a fait un travail très intéressant qui a été conduit par le comité de pilotage qui a accompagné tout le processus depuis la note de cadrage
jusqu'aux différentes étapes de validation. Et des personnes ressources d'éminents universitaires ont été associées à ce processus. Donc ça a été dans tout le processus des rencontres de haut niveau qui nous ont permis d'avoir un produit, un très bon produit. Donc c'est le moment pour moi de féliciter le cabinet Gérard pour le travail excellent qui a été abattu et pour leur esprit d'ouverture. Le projet d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile a commandité cette étude-là, conduite par le cabinet Gérard, pour définir un plan de formation pérenne qui doit être mis à la disposition de la société civile sénégalaise. Ce plan de formation a identifié les besoins en formation. L'étude a fait la cartographie des institutions et instituts de formation et a proposé une stratégie de formation assortie d'un plan opérationnel avec un budget ainsi que des indicateurs. Nous avons, à la fin de cet atelier, en tout cas après des échanges très intéressants qui ont eu, donc à travers cette étude-là qui est donc inscrite dans le résultat de rehausser la participation des OS dans les politiques publiques, on a voulu renforcer les capacités techniques, mais les capacités managériales des organisations de la société civile pour leur permettre de participer au débat public, pour leur permettre d'apporter leur contribution aux politiques publiques. Voilà, c'était pour dire donc qu'on se félicite en tout cas des résultats de l'étude qui a formulé un ensemble de propositions en termes de thèmes, d'axes d'intervention dans le domaine de la formation pour renforcer les capacités des acteurs non étatiques. J'ai estimé quand même qu'il était important de remettre sur la table un important travail qui a été fait par les acteurs non étatiques. Les ressources que nous partageons avec d'autres pays. Par exemple, nous sommes dans notre ONG, je veux dire, dans un espace transfrontalier qui regroupe 5 à 6 pays, le Sénégal oriental, où nous avons deux grands bassins, le bassin du fleuve Sénégal et le bassin du fleuve Gambie, où les États ont mis en place les organismes pour leur valorisation, l'OMVG et l'OMVS. Malgré l'existence de ces organismes, c'est de ces bassins que partent le plus les jeunes pour une émigration dite illégale ou clandestine, que je considère comme étant une immigration forcée. Parce que dans ces bassins, si le potentiel était valorisé, si les formations ont été faites pour capaciter les acteurs, les jeunes notamment et les femmes, à pouvoir exercer des métiers pour valoriser ces potentiels, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'immigration parce que c'est un droit humain de pouvoir émigrer, mais nous aurons en tout cas beaucoup de jeunes qui ne seront plus tentés à l'aventure vers le désert ou la Méditerranée pour suivre toutes ces catastrophes que nous connaissons. L'autre danger contemporain que nous avons aujourd'hui, et y compris dans ces bassins, c'est aujourd'hui avec la menace du terrorisme. Quand des jeunes n'arrivent pas à trouver des jobs, ont des difficultés à aller dans l'immigration, mais il y a des offres qui leur sont faites par des organismes douteux, obscurs, qui recrutent, et ça je sais de quoi je parle, dans ces régions, des jeunes qui sont aujourd'hui les chairs à canon, ou en tout cas pour un certain idéal qui reste à vérifier, posent énormément de problèmes dans nos communautés. Donc pour toutes ces raisons, nous estimons que c'est important que dans cette offre de formation que les acteurs non étatiques doivent faire, il est important d'intégrer ces nouveaux thèmes. Les acteurs non étatiques font énormément de choses en termes de contribution aux politiques publiques qui permettent un peu d'étendre l'action publique. Donc en travaillant sur l'action publique, en termes de contrôle, en termes de veille, mais aussi en termes de prolongement, parce qu'ils peuvent arriver là où, par exemple, l'État ne peut pas arriver, sur des questions sociales, etc. Donc c'est important de renforcer leurs capacités, hein, en termes de capacité d'action, en termes de capacité technique, en termes aussi de capacité de plaidoyer, de lobbying, hein, d'influence des politiques publiques pour que les préoccupations des populations puissent être prises en charge dans cet axe-là qui est le capital humain.
Bon, j'ai suivi la présentation qui a été faite. Et je reconnais que c'est une étude qui a été menée de manière participative pour avoir été contacté du démarrage de l'étude et pour avoir rencontré certains éléments de l'étude. Mais à mon niveau, c'est surtout une formation en termes de planification, en termes de suivi de tout ce qui a été fait par les acteurs non étatiques dans la région. On serait intéressé aujourd'hui de savoir quelle est la plus-value apportée par les acteurs non étatiques dans la région de Ziguinchor par rapport à la résolution du conflit, par rapport à l'amélioration des conditions de vie des populations qui reviennent, des populations victimes de la crise. Oui, pour la CSA est heureuse d'ailleurs de participer à cet atelier de restitution de cette étude qui nous semble extrêmement important parce que tout simplement permettre aux acteurs non étatiques d'intervenir de façon efficace sur le terrain, c'est leur permettre effectivement d'acquérir une capacitation beaucoup plus renforcée. Et cela à travers évidemment une formation de qualité. Nous avons au niveau de la CSA plusieurs organisations de base qui interviennent un peu au niveau des communautés. Et donc elles ont besoin, ces organisations de base, d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise surtout des politiques publiques sur lesquelles elles interviennent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que la formation, ce plan de formation qui est en cours et en gestation sera extrêmement utile pour les organisations de base. Le premier aspect, il me semble qu'aujourd'hui, il faut aussi informer largement et informer surtout les organisations de base de la nouvelle opportunité qu'offre la Constitution, la nouvelle Constitution, de ne plus avoir à exercer une influence en dehors des structures, mais à l'intérieur un peu des structures de base. Ça, il me semble que c'est extrêmement important. L'autre élément, je crois que c'est un peu la capacitation des organisations de base par rapport un peu à l'engagement que les gens font pour rapport à cela. Je pense que cela me semble extrêmement important. En tout cas, il est heureux de constater que les structures de base aujourd'hui s'engagent un peu par rapport au renforcement des capacités des organisations de base par rapport à ce travail-là. Ce que j'apprécie le plus, c'est surtout le contact que nous venons d'avoir avec les acteurs, tous les acteurs qui étaient dans cette salle. Et c'est surtout ce contact qui pourrait nous servir parce qu'on est une jeune association qui est née en décembre 2007 et qui se meut autour des questions liées à la sauvegarde et à la préservation, valorisation du patrimoine immatériel. Et nous avons 3 composantes au sein de l'association, c'est-à-dire les mannequins, les artisans et les stylistes créateurs. Nos activités ne se limitent pas à Saint-Louis uniquement, mais à Saint-Louis et dans la vallée. Parce que depuis 2009, nous voyons participer à nos activités des camarades, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs M. Guissé, des gens qui nous viennent de Caille, au Mali, des gens qui nous viennent de Tamba, qui nous viennent de Matam, de Dagana, de Podor, en plus bien sûr de ceux de Saint-Louis et de Louga. Donc pour vous dire que notre association polarise pas mal d'acteurs qui viennent de ces différentes zones du Sénégal et de la sous-région. Les urgences en termes de renforcement de capacité, non seulement de nous qui les encadrons, parce que c'est des gens qui sont acteurs et membres de la société civile qui les encadrent, mais en même temps, à leur niveau, eux-mêmes ont besoin aussi de ce renforcement de capacité. Et la demande nous est venue, par exemple, il y a 2 ans, les stylistes nous ont demandé de les former au dessin et à la coupe. On a été voir des structures ici sur place, trouver de l'argent pour pouvoir satisfaire cette demande. Dans d'autres situations, ils nous ont demandé aussi de les encadrer à pouvoir diriger, par exemple, une PME. Et donc, toutes ces conditions, toutes ces demandes, tous ces besoins vont être gérés si nous, par exemple, on arrive à trouver les ressources nécessaires, c'est-à-dire les ressources en formation, les besoins financiers aussi, pour pouvoir répondre à toutes ces attentes.
je pense qu'en ma qualité de directeur général de l'enseignement supérieur, je ne pouvais que saluer une telle initiative. D'autant plus que, actuellement, avec le vent de réforme qu'il y a au Sénégal, nous avons beaucoup de choses à proposer. Nous avons déjà un potentiel qui est là. L'Université de Dakar, l'Université sénégalaise en gros, regorge de compétences énormes qui sont souvent ignorées du grand public et des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour vraiment renforcer les capacités des acteurs non étatiques qui jouent un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre des politiques publiques. Si vous prenez le cas de l'UCAD par exemple, tout ce qui tourne autour de la médecine, de la gestion des collectivités locales, de l'agriculture, même à l'UCAD il y a un institut d'agriculture, on a des choses à offrir. Oui, sur le suivi et évaluation des politiques publiques, là également c'est un des points faibles parce que souvent je déplore le fait qu'on élabore les programmes, c'est à la fin qu'on pense à leur évaluation. Or c'est lors de l'élaboration qu'il faut intégrer la phase évaluation dans le processus. Parce que l'évaluation ne se fait pas seulement à la fin, mais elle se fait déjà à la conception au début, en cours et à la fin. Donc c'est un élément sur lequel les universités sénégalaises sont très fortes. Mais il y a également d'autres institutions, l'École nationale supérieure d'agronomie, qui est partie intégrante de l'Université de Thiès, en même temps que l'Institut supérieur de formation rurale de Bambey. Le potentiel, il est là. Et j'ai déploré un peu dans le rapport qu'on n'ait pas cité l'Université de Ziguinchor, qui est en plein dans l'agroforesterie. Il y a également l'Université Alioune Diop de Bambey, qui offre également des formations intéressantes en santé communautaire et développement durable. C'est un potentiel que les acteurs non étatiques peuvent exploiter. Il y a le réseau des ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel de niveau Bac+2. Nous allons en avoir dans chaque région. Celui de Thiès est déjà fonctionnel, il a sorti ses premiers produits. Nous avons en chantier, en ligne de mire, celui de Diamniadio, l'ISEP de Dakar à Diamniadio, qui sera financé par la coopération coréenne, la COICA, et qui sera centré sur les TIC et les métiers de l'automobile. L'ISEP de Bignona sur l'agroforesterie et les métiers de l'agriculture. L'ISEP de Richard Toll. Ces deux ont déjà, Bignona et Richard Toll vont être financés par l'AFD, la coopération française. Il y a également l'ISEP de Matam qui va être financé par le budget de l'État du Sénégal. L'université s'ouvre maintenant au reste de la société. L'université va être utile et met en œuvre des programmes qui permettent non seulement de renforcer les capacités de ceux qui n'ont pas eu la chance de faire l'université sous forme de cursus linéaire. Je pense aux acteurs non étatiques qui aujourd'hui ont l'opportunité de fréquenter un établissement, un institut que nous venons d'ouvrir à l'Université Cheikh Anta Diop, c'est l'Institut de gouvernance territoriale, qui va accepter dans un deuxième temps de prendre des personnes, notamment des ANE, qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais dont on utilise l'expertise pour les mettre à des niveaux de formation qui seraient équivalents des niveaux Bac ou Bac+1 ou Bac+2. Donc cette ouverture-là, elle est réelle, elle sera poursuivie et je dois dire que tout cela sous l'égide de l'UE qui finance, pas à l'université, mais disons que par rapport aux ANE, l'UE de concert, je l'ai dit, avec le gouvernement sénégalais, peut nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin puisque nous bénéficions maintenant en tant que société civile de la reconnaissance de pratiquement tous les partenaires au développement. Cette étude est nécessaire, il fallait la faire, cette étude. Et cette étude, à mon avis, permet de mieux préparer les fameuses assises de la société civile qui étaient programmées depuis plus d'une dizaine d'années, il faut le dire. Mais les moyens avaient manqué. J'espère qu'avec la mobilisation des moyens propres aux ONG, avec les moyens que l'État peut dégager et surtout les moyens aussi que l'Union européenne et d'autres acteurs peuvent apporter, puisqu'il est important de faire l'état des lieux objectivement. Et cette étude est une étude pertinente,
puisque, ma foi, elle a été menée de main de maître et j'ai suivi tout le processus. Je crois que c'est une étude de qualité. Nous avons, à la fin de cet atelier, en tout cas après des échanges très intéressants qui ont eu donc, à se faire au cours de l'atelier, pris l'option de mettre en œuvre ce plan de formation qui est extrêmement intéressant. Et nous avons prévu dans le cadre de ce projet de faire une phase test de 6 mois qui va nous permettre de voir les premiers effets de ce plan de formation, avec une évaluation qui est prévue à la fin des formations de 2 mois, qui permettra de voir au cours de la mise en œuvre du devis programme numéro 2 comment poursuivre ce processus intéressant.